bien ensoleillé, j'ai envie de vous dire. Non, je ne vais pas faire un cours de statistique, ni vous présenter des chiffres ou vous faire un cours de mathématiques, c'est pas l'objet. D'ailleurs, dans mon livre, même s'il y a des graphiques, on peut complètement s'en passer et lire la totalité de ce que j'écris sans s'occuper des démonstrations. Les graphiques sont là pour permettre à chacun de comprendre que je ne raconte pas n'importe quoi sorti de ma tête tout seul. Et tout ce que je dis, ce sont des chiffres. Ça vient de chiffres officiels, avec des méthodes officielles et des rapports officiels. Donc c'est surtout pour ça. Quoi dire d'autre? Je vous remercie d'être aussi nombreux. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, on va dire quand j'ai eu mon concours de statisticien, on disait qu'au XXIe siècle, le métier le plus sexy du XXIe siècle, ce serait statisticien. Et c'est vrai qu'avec le livre que j'ai écrit, je vois qu'il y a du monde que ça intéresse. Et puis je vois surtout que dans les médias, on censure ce que j'écris, il faut le cacher. Il y a des librairies qui le mettent, soit qui le mettent pas du tout, soit qui le cachent dans un coin. Et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir écrit un livre pornographique dans l'état des années 60, quoi, à peu près. Avant de démarrer sur la conférence, je vais juste préciser deux petites choses. La première, c'est que je parle à mon nom, et aucunement dans le nom des employeurs ou même des instituts auxquels j'appartiens, qui d'ailleurs disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je raconte, mais la réciproque est vraie, donc il n'y a aucun problème. Et puis la deuxième chose, ça a été précisé, mais la totalité des droits d'auteur de livres, je ne les touche pas, ils sont versés directement à l'association de mon site. Et tout le travail que j'ai fait depuis 3 ans d'une manière générale, que ce soit la centaine d'articles, de vidéos YouTube, qui ne sont pas monétisés, même toutes les conférences que je fais, j'ai tout fait ça dans un cadre bénévole. Donc je n'ai pas touché le moindre centime de tout ce travail, ce qui me permet d'être complètement libre et de vous parler librement de ce que je veux, et de la manière et des résultats que je trouve. Mais le bénévolat, d'ailleurs, on a parlé, c'est aussi ce qui motive tout un tas d'associations qui font que ces conférences existent. Il y a un message principal que j'aimerais vous faire passer cet après-midi. Il est partout en filigrane dans le livre, mais il n'est pas forcément écrit noir sur blanc. Le filigrane, c'est que, ce que j'aime bien dire, c'est que les statistiques n'ont pas de pouvoir signifiant. Donc on ne peut rien déduire à partir d'une simple statistique. Une statistique, c'est quoi? C'est un comptage. C'est tout simplement qu'on a commencé à compter quelque chose. Et donc, c'est la personne qui donne la définition de ce qu'on va compter et qui décide de comment on va le compter, qui décide déjà du résultat final de la statistique. La statistique, c'est que le résultat de qu'est-ce que je vais compter et comment, c'est tout. Pour ce concept, il y a des gens qui ont compris quelque chose, souvent qui me disent oui, on sait très bien que les statistiques du chômage sont bidons. En fait, c'est vrai et pas vrai. Les statistiques du chômage sont justes en termes de... Le chiffre est juste en lui-même. C'est un vrai comptage. Ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est ce qu'il y a derrière les statistiques du chômage. Par exemple, il y a une confusion qui est souvent faite entre les inscrits à Pôle emploi, qui est l'agence qui est censée chercher du travail aux gens, et les chômeurs. Et si on prend, par exemple, un exemple, où on a un gouvernement qui dit tous les inscrits au Pôle emploi au bout de 3 mois perdent tous leurs droits, et qu'on découvre que fatalement, après cette loi, il y a tout un tas de gens qui sont exclus de Pôle emploi, ça fait les chiffres de Pôle emploi qui diminuent, et on a le gouvernement qui s'applaudit en disant « Regardez, le chômage baisse comme je l'ai bien travaillé ». Et donc c'est là qu'avec cet exemple-là, on voit bien que c'est en ne donnant pas la définition aux gens de ce qu'on est en train de compter, qu'on parvient à leur faire croire quelque chose qui n'existe pas. Et donc il faut en revenir à ça, dans les statistiques, c'est quoi la définition? Qu'est-ce que je suis en train de compter? Et tout ce qu'on a vécu depuis 3 ans, ce que je vais vous montrer, c'est que l'ensemble des statistiques estampillées Covid-19 n'ont rien à voir avec de la science. Ce n'est pas de la science, c'est du comptage bureaucratique. Et donc toutes les personnes, scientifiques ou non, quel que soit le bord d'ailleurs, quel qu'ait été leur point de vue sur cette crise, qui essayent de faire de la science avec les statistiques Covid-19, ne font pas de la science et se font avoir par du comptage bureaucratique. Et nous avons vécu une immense arnaque comptable. Ce que je vais vous présenter cet après-midi, on va pouvoir, ça va se passer en 5 mois. On va d'abord faire un bilan. J'ai mis 2 ans de pandémie et j'ai pas mis 3. J'ai pas mis 3 parce que l'arnaque au comptage, elle a duré 2 ans. Ça a un début et une fin. Ça démarre en mars 2020 et ça s'arrête en mars 2022 exactement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on verra à quel moment s'est installée la prise en main du comptage Covid-19.
l'autorité a décidé de commencer à monter et ce que ça a introduit. Ensuite, on va parler des organisations organisées, c'est-à-dire qu'on peut montrer que dans un endroit où il ne passe rigoureusement rien d'un point de vue sanitaire, on peut quand même avoir des malades et surtout des morts en grand nombre, non pas à cause d'un virus qui ravage l'humanité, mais à cause de règles stupides qui sont mises en place et qui cassent les soins. Et ça, on peut le démontrer. Quatrième chose, on va voir qu'il y a eu un vrai moteur de toute cette histoire, que ce soit en termes de comptage, ou même ensuite pour ce qui s'est passé pour les vaccins, qui ont été les tests. Et on va voir qu'il s'agit d'une fraude immense statistique. Et ces 4 points-là, ces 4 premiers points, ce sont des statistiques qui ont été promues chaque jour à la télévision, par le gouvernement, par les médias, comme étant des chiffres qui voulaient dire quelque chose. Alors ce n'est que de la bureaucratie et de l'enregistrement bureaucratique, et qu'il y a un dernier chiffre, des derniers chiffres qui sont publics, que tout le monde peut aller chercher, et qui veulent dire quelque chose, mais dont les médias ne parlent pas, et dont il est interdit de parler, et donc on se fait assommer à chaque fois qu'on en parle, ce sont les effets indésirables post-vaccins. On va commencer par un bilan de 2 ans de pandémie, et on va se demander quand même s'il y a eu des morts. Pour une pandémie mortelle, ce serait bien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il en est allé des hôpitaux et de la saturation hospitalière dont on nous a parlé pendant 2 ans. Et enfin, on va se poser une dernière question, c'est y a-t-il quand même eu des malades de manière significative, parce que pour une épidémie, c'est quand même bien quand il y a des malades. Du côté des morts, des décès. Ici, sur ce graphique, vous avez le nombre de décès qui est en France métropolitaine tous les ans, depuis 1962 et jusqu'à 2022. 2020, 2021, 2022. Donc en France, il décède tous les ans entre 550 et 650 000 personnes, tous les ans. Bon. Premier résultat que l'on voit dans ce graphique, j'ai mis 2 couleurs. Les plus de 65 ans sont en bleu foncé au-dessus, et les moins de 65 ans sont en bleu clair en dessous. Bon. Nous sommes dans un pays où il y a quand même plus de moins de 65 ans, mais ce sont les plus de 65 ans qui meurent le plus. Ce qui est une bonne nouvelle. La vie est ainsi faite que plutôt au début on est et vers la fin on meurt. Et plus on meurt tard et mieux c'est. Donc il est quand même mieux de vivre dans un pays où la majorité des décès ont lieu après 65 ans. Concernant les moins de 65 ans, un résultat très visible, c'est que quoi qu'il en soit depuis ces dernières années, il ne s'est rigoureusement rien passé. Donc vous ne verrez aucune étude, aucun institut, personne dans le monde pouvoir vous dire qu'il s'est passé quelque chose du point de vue de la mortalité de visible pour les moins de 65 ans, qui représente 80% de la population française. Donc ça, c'est quand même un premier résultat qu'il faut avoir en tête. Quoi qu'on puisse dire, jamais personne ne pourra dire qu'il s'est passé quelque chose pour les moins de 65 ans. Deuxième résultat, pour les plus de 65 ans, on a des instituts très sérieux qui nous ont dit en 2020, regardez cette hécatombe, c'est incroyable. Il y a eu une mortalité immense en 2020, et c'est la preuve du virus qui tue, et donc cette mortalité est absolument fabuleuse, et en 2020, c'est le record absolu du nombre de décès qui a jamais existé en France. Cette dernière phrase est tout à fait juste. Le record précédent avait été établi en 2019, le record précédent en 2018, le record précédent en 2017, le précédent en 2016, 2015, 2014, etc. Donc en France, il décède chaque année quasiment de plus en plus de personnes. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Est-ce que la France devient un pays dangereux ou est-ce qu'il se passe autre chose? Et pour le comprendre, il faut s'intéresser à la pyramide des âges française. Une pyramide des âges, qu'est-ce que c'est? Ça représente la part de la population pour chaque tranche d'âge dans notre pays. Donc là, nous sommes en 2000, et en 2000, la population française ressemble à ça. Donc il y a ici les 0,4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, etc. C'est de 5 ans en 5 ans, les plus jeunes, les plus âgés vers le haut, les hommes à gauche, les femmes à droite. Et on remarque d'emblée qu'il y a une cassure assez incroyable, ici, au niveau des plus de 55 ans. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une date de péremption et qu'à 55 ans on passe vers la gauche. Cette pyramide des âges-là, elle a cette tête-là à cause de la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement. Donc ici, on a tout un tas de générations qui ne sont pas nées ou qui sont décédées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de 1946, il y a un phénomène qu'on appelle le baby boom, avec un énorme nombre de naissances qui arrivent à partir de cette date, et ça dure 30 ans. Et donc un effet de guerre sur une population, ça se voit pendant un siècle, et ça donne cette tête-là à une pyramide des âges. Pour la pandémie qui a ravagé l'humanité, qui s'appelle Covid-19, on ne verra rigoureusement rien. Ce qui donne un
peu de saveur au nous sommes en guerre qui a été prononcé. Bon. Donc voilà. Et donc on a en 2000 une énorme partie de la population qui a moins de 55 ans. Nous sommes alors dans un pays relativement jeune. Et il se passe un miracle mathématique, et je vous demande de bien suivre, c'est-à-dire que 20 ans plus tard, les gens ont 20 ans de plus. Enfin, les survivants en tout cas. Et donc nos personnes de 55 ans en 2000 ont 75 ans en 2020. Et encore une fois, je vais le répéter, mais c'est plutôt en avançant vers la fin de la vie qu'on finit par mourir. Et donc il y a beaucoup plus de décès à 75 ans qu'à 55. Pour ceux qui aiment les mathématiques, la courbe qui représente les décès en fonction de l'âge forme une exponentielle. Donc chaque année, on multiplie par un coefficient pour savoir combien il y aura de décès par rapport à l'année précédente. C'est comme ça que ça se passe. Et donc il est tout à fait normal d'avoir de plus en plus de décès chaque année en France, puisqu'on a de plus en plus de personnes âgées, et notamment les boomers qui arrivent en fin de vie. Et tout le monde le sait depuis très longtemps, c'est juste mécanique. Et le nombre de décès va encore augmenter pendant encore au moins 20-30 ans. Bon. Et donc, quand on veut comparer les décès d'une année sur l'autre, on ne va pas comparer en brut, il faut prendre en compte deux paramètres. Premièrement, la taille de la population. Bon, parce s'il y a plus de décès en Allemagne que Liechtenstein, c'est pas parce que l'Allemagne c'est dangereux et que Liechtenstein c'est sûr, c'est parce qu'en Allemagne il y a juste beaucoup plus de monde que Liechtenstein. Et deuxième chose, c'est l'âge des gens. S'il y a plus de décès dans un EHPAD que dans une crèche, c'est pas parce que l'EHPAD c'est dangereux ou que la crèche c'est sûr, c'est parce que dans un EHPAD il y a des personnes âgées et que dans une crèche il y a des jeunes. Et donc dans un EHPAD de 200 personnes, il y a un décès toutes les 2 semaines, et dans une crèche, s'il y a un décès dans les 10 ans, c'est un drame, c'est pas censé se voir. Et donc il y a un calcul officiel qui s'appelle le taux standardisé par âge, le taux de mortalité standardisé par âge, Age Standardized Mortality Rate, qui est le calcul officiel de l'OMS, de Eurostat, de StatCan, et que sais-je, pour comparer les choses entre elles. Enfin, c'était le calcul officiel jusqu'en 2020. Là, on en a plus parlé. Donc si j'applique ça, c'est les décès bruts en France, j'applique mon taux de mortalité standardisé, et j'obtiens ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que 2020, qui est là, c'est en fait la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Donc l'année de l'épidémie mortelle qui a ravagé l'humanité, c'est la 6e année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Donc par âge et en fonction de la population, il est décédé exactement le même nombre de personnes qu'en 2015, qui n'était pas forcément une année de grande guerre ni de grande pandémie, comme ça a pu être le cas pour 2020, comme ça a été raconté. Et donc voilà ce que l'on observe. Et donc on a un petit problème par rapport au narratif, et il faut en terminer avec cette histoire de pandémie mortelle. Il n'y en a pas de trace dans les statistiques. Alors il y a des instituts qui ont quand même dit oui, mais il y a quand même plus de morts qu'en 2019. Ben oui, puisque 2019 est un record absolu de sous-mortalité. Certes. Mais les instituts ont été plus loin que ça, c'est qu'ils ont pris la tendance des années précédentes et qu'ils l'ont prolongée. Donc ils prévoyaient pour 2020 moins de morts que ce qui n'a jamais été observé dans toute l'histoire de l'humanité, pour ensuite se rendre compte qu'il y en avait plus. Voilà, ce qui d'un point de vue statistique est tout à fait normal d'avoir plus de morts que moins que ce qui n'a jamais été existé dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc on n'a pas le droit de pousser des pieds dans le frais sur la base de modèles où on prévoit quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc on doit comparer aux années précédentes. Les années précédentes nous disent quoi? On est comme 2015, donc s'il passait quelque chose de significatif? Pas vraiment. Et ce que je vous raconte pour la France, c'est le cas pour tous les pays d'Europe, où j'ai pu faire le même calcul en téléchargeant les données Eurostat et en reproduisant la même chose. Donc j'ai mis une couleur en fonction de la place qu'a 2020 dans la mortalité de ces dernières années. Et donc vous avez pour l'Islande, l'Irlande, la Norvège ou le Danemark, l'année 2020 c'est l'année la moins mortelle de toute l'histoire. Donc l'année dans la grande pandémie, c'est la moins mortelle de toute l'histoire. Pour l'Allemagne, la Finlande, la Suède ou l'Estonie, eh bien c'est la 2e année la moins mortelle de toute l'histoire. La seule moins mortelle, c'est 2019, qui est un record de sous-mortalité, notamment parce qu'il n'y a pas d'hiver et pas d'été basque. Il n'y a pas de canicule et il y a un hiver très vite. Bon. La France, on est dans le milieu de la décennie, on l'a vu, comme beaucoup d'autres, et les pires des pires, l'Angleterre, la Pologne, l'Italie, eh bien c'est à peu près la 10e année la moins mortelle de toute l'histoire. Donc, où qu'on regarde en Europe, on n'est pas capable de trouver l'hécatombe qui a été annoncée, ni modélisée, ni même prétendue après. Ce que je montre pour l'Europe, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour tout le nord de l'Amérique où on a des données, c'est également vrai pour la Chine. L'année 2020 en Chine, c'est un record de sous-mortalité. Peu de gens savent. On
passer au graphique suivant, je l'aime bien parce que personne ne comprend rien sauf moi. Du coup, je peux dire ce que je veux de toute façon. Je vous ai montré et je vous ai expliqué comment on pouvait comparer les décès d'une année sur l'autre, mais j'ai quand même un problème, c'est de comparer d'un pays à l'autre. Parce qu'il n'y a pas du tout la même population. Bon. Sur le taux de mortalité standardisé, ici, ce qu'on fait en fait, c'est que j'imagine que chaque année a la même population que 2020. C'est ça que j'ai fait. Le taux de mortalité standardisé, c'est ça. Donc j'ai pris la population de 2020 et je l'ai appliqué à tous les taux de mortalité du passé. Donc c'est-à-dire que si en 1962, il y avait eu la même population qu'il y a en 2020, avec toutes ces personnes âgées, ben, au lieu d'avoir 650 000 morts, il y en aurait eu 1 600 000. Parce qu'on mourrait beaucoup plus aux âges avancés en 1962 qu'on meurt en 2020. C'est ça que ça veut dire. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour tous les pays et toutes les années de ces 10 dernières années, j'ai appliqué la population française. Donc là, je peux vraiment comparer tous les pays d'Europe entre eux, donc c'est un peu petit en bas. La France est ici. Voilà. Donc, premier résultat, c'est que j'ai mis 2020 en rouge et toutes les autres, c'est les 10 dernières années, si vous voulez, tous les points. Donc on voit que 2020, c'est une année de faible mortalité partout. On est vraiment dans le bas. Mais c'est ce que je viens de montrer avec la carte, quelque part. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est qu'en fait, vous voyez que la vraie différence, c'est pas d'une année sur l'autre, c'est d'un pays à l'autre. Et donc, il y a des pays qui ont une mortalité 2 fois plus grande que l'autre, à âge égal. Bon, en France, il est décédé 650 000 personnes, mais si la Bulgarie avait la même population que la France, le même nombre aux mêmes âges, eh bien, il décéderait tous les ans 1 300 000 ou 1 400 000 personnes. S'il y a moins de morts en Bulgarie, c'est 1 parce qu'ils sont moins nombreux, et 2 parce qu'ils sont plus jeunes, et ils sont plus jeunes aussi parce qu'ils vivent pas vieux. Donc c'est ça. Les vraies différences, c'est pas du tout d'une année sur l'autre au sein de chaque pays, c'est d'un pays à l'autre. Et ce qui fait la vraie différence sur la mortalité, c'est les conditions de vie, c'est la pauvreté, c'est ça. Et c'est pas du tout les grippes, les épidémies, les virus de chaque hiver. Ça ne compte absolument pas dans la survie des gens. Ce qui compte, c'est vraiment local, statique, et c'est les conditions dans lesquelles on vit. Du coup, si j'imaginais que j'étais une organisation, par exemple la Stature mondiale, qui aurait vocation à s'occuper de la santé, pourrait m'appeler Organisation mondiale de la santé, ben, j'en aurais rien à secouer, mais vraiment rien de ce qui se passe au niveau des hivers et des prétendues épidémies. La seule chose que j'aurais à faire pour avoir un impact sur la mortalité mondiale, c'est de m'occuper de ramener ces pays-là vers le bas, c'est-à-dire de m'occuper des conditions de vie des gens. Point. L'OMS n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de ramener les conditions de vie des endroits où on vit moins bien. C'est tout. Et c'est la seule chose sur laquelle elle peut avoir un impact. Et je crois que ça rapporte juste beaucoup moins de pognon. C'est quoi les pays en haut? Les pays en haut, ce sont beaucoup des pays de l'Est. Et donc vous avez la Bulgarie. Alors l'Arménie qui est... Non, c'est ici. L'Albanie qui est ici, il y a eu un conflit en 2020. Là, l'Arménie, oui, un conflit par rapport à une Hongrie, c'est pas pareil. De mortalité. Et c'est pas une population qui meurt, c'est déjà qui sont morts. Ici on a quoi? On a la Hongrie, on a la Lituanie, on doit avoir quoi? Le Monténégro, la Roumanie, enfin, c'est surtout des pays de l'Est. Le graphique là il est plus dans le livre parce que mon éditeur il m'a dit bon t'arrêtes, ça suffit Pierre, déjà je te laisse mettre des graphiques, mais celui-là j'en veux pas. Ça suffit. Donc, du coup, au point de vue de la mortalité, il n'y a pas le moindre pays sur lequel j'ai été capable de trouver un certain et j'en ai étudié un certain nombre. Maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans les hôpitaux, et notamment de la saturation hospitalière. Alors, je vais être très franc et je le dis, moi j'étais persuadé qu'il y avait une vraie saturation hospitalière française au mois de mars-avril 2020. Déjà, j'en étais persuadé parce que les seules sources disponibles à ce niveau-là, on n'a pas de chiffres, et c'est le média. Donc moi, c'est ma seule source et je pense que c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que j'ai déjà étudié les statistiques hospitalières par le passé, et je sais que ça sature tout le temps. Donc je me dis, bah, c'est normal que ça sature. Pour mémoire, hein, quand il y a eu l'hiver 2015, où on avait des gens qui mouraient dans les couloirs des hôpitaux, des personnes âgées, on a dit c'est la grippe A, c'est la grippe A. Il y a Marie-Christophe Touraine qui a fait le tour des hôpitaux en disant, bah, oui, c'est pas normal, les gens meurent dans les couloirs, du coup on va faire un grand plan hôpital et du coup bah, on va diminuer le nombre de lits. Ça c'était 2015. En hiver 2017, donc il y avait beaucoup moins de malades qu'en 2015, mais on avait quand même des gens qui mouraient dans le couloir de la même manière.
Et la saturation hospitalière, en fait, c'est tout le temps. En 2019, on a une grosse partie des urgences françaises qui sont en grève, qui se plaignent de ne pas avoir de moyens pour accueillir les malades qu'ils reçoivent. Et on a même une démission de nombreux directeurs d'hôpitaux en février 2020 qui disent « Non mais si jamais il y a une épidémie, nous on ne sait pas gérer, on n'a juste pas de vie. » Donc tout ça, ça nous fait dire que, enfin, du coup, quand on étudie des chiffres, c'est normal que ça sature. On a perdu 100 000 lits d'hôpitaux depuis une dizaine d'années, et je vous ai montré ce que donne la pyramide des âges, on a gagné 6 millions de plus de 65 ans. Et ce sont les plus de 65 ans qui ont besoin de lits d'hôpitaux d'hiver, qui sont malades. Donc ça va pas, si on a 1000 millions d'hôpitaux et qu'on a de plus en plus de monde qu'on a besoin, ça va pas marcher. Donc moi je suis persuadé que ça va saturer, et que ça a saturé, jusqu'au rapport de l'ATIH, l'Agence Technique pour l'Information Hospitalière, qui nous dit quoi, en préambule quasiment, le poids des patients Covid dans l'activité hospitalière en 2020, c'est 2%. C'est-à-dire qu'à la télé, on n'a plus qu'une seule maladie qui passe en boucle partout, on a l'impression qu'il n'y a que ça à l'hôpital, et les malades estampillés Covid-19, et ça compte l'argent. Les malades Covid-19, on le verra plus tard, il y a du monde qui est dans la carte. C'est 2% d'activité. Donc on a la une des journaux tout le temps pour 2% d'activité. On nous dit oui, mais c'est quand même une maladie très grave, puisqu'il y a 11% en nombre de décès. Alors là, si on a fait un peu de stats, en fait, on est rassuré. Pourquoi? Parce que peu de gens le savent, mais le premier lieu de décès français, c'est l'hôpital. Plus d'une personne sur deux qui meurt à l'hôpital. Bon, alors déjà, le premier point, c'est que l'hôpital, c'est pas trop un lieu de vacances. Habituellement, quand on y va, c'est plutôt qu'on n'est pas très bien en point. Ce qui fait que c'est assez normal, finalement, d'avoir des décès. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des personnes âgées qui décèdent, eh bien, en fait, dans leurs derniers jours, sont amenées à l'hôpital. Et on essaye de les réchapper, on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment le premier lieu de décès. Et quand on regarde les statistiques de ceux qui ont été estampillés Covid-19, ce sont des plus de 85 ans. Donc le 11% de décès, c'est juste qu'on est en train de compter le flux de personnes âgées habituelles qui vient décéder à l'hôpital et qu'on enregistre en tant que Covid-19. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Donc c'est ça que ça veut dire, ces statistiques. Mais on va plus loin parce qu'on dit, oui, bon, d'accord, mais il y a quand même eu des pics. On peut avoir, du coup, les fameux pics de pression hospitalière grâce au deuxième rapport sur l'activité totale. Sur ce graphique, je représente le nombre de séjours qu'il y a eu toute l'année 2020. Ça, c'est les barres bleues. Et puis, en orange, c'est la part des patients Covid dedans. Donc, on voit quoi? On voit que l'activité hospitalière, elle est normale en janvier, qu'elle baisse en février, et mars-avril, en avril, on a un lit d'hôpital sur deux qui est vide. C'est-à-dire que pendant qu'on nous montre les hôpitaux saturés, il n'y a plus de place, il y a un lit sur deux qui est vide. C'est ça la réalité. Et la part de patients Covid dans tout ça, eh bien au maximum du maximum, pendant qu'il y avait un lit sur deux qui était vide, les patients Covid, il y en avait 7 sur 100. Donc on a un lit sur deux vide, et sur 100 malades, il n'y en a que 7 qui sont comptés en tant que Covid, et c'est ça qui nous dit, c'est la saturation hospitalière à cause du Covid. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun hôpital nulle part qui est saturé. Cependant, au niveau régional non plus, il n'y a jamais eu aucune saturation. Ici, j'ai représenté, oui, peut-être que je finis, le fait qu'on voit qu'il y a eu des creux énormes d'activité, ça fait que sur l'année 2020, l'accueil du nombre de patients a diminué de plus de 10% par rapport à l'année précédente. 2020, c'est l'année où on a le moins soigné de gens. C'est l'année où on a le moins soigné de gens. Il y a un peu plus de morts que l'année précédente. Est-ce que l'hôpital sert à quelque chose d'habitude? Par exemple, on peut se poser la question. Ici, si je fais ça par région, j'ai le poids des patients Covid sur les hôpitaux de chaque région. Le record, c'est l'Île-de-France avec 2,2% de Covid dans l'activité. Puis ensuite, ça décroît, on a très rapidement 1% de patients Covid. Et je remarque quoi? Si je regarde le recul du nombre de séjours, eh bien c'est encore l'Île-de-France qui est en top avec 14% de recul d'activité. Et j'ai une corrélation statistique parfaite entre moins j'ai soigné de gens et plus j'ai déclaré le Covid. Bon, et au passage, j'ai une autre corrélation, c'est que dans ces hôpitaux-là, c'est là où on a le record de gens qui gagnent le plus de pognon en direct de Big Pharma. Mais ça, c'est une corrélation, je ne me permettrai pas évidemment de faire de causalité là. Dernière statistique sur l'hôpital, donc on me dit oui d'accord tout ça c'est vrai, mais les réanimations, vous n'avez pas le droit de dire que les réanimations, elles n'ont pas été saturées, elles ont été saturées. Pourquoi? Parce qu'on voit une augmentation de l'utilisation des réanimations sur l'année 2020.
Mais là, il faut comprendre les chiffres et il faut comprendre le comptage. Ça, c'est vraiment important. Les réanimations en 2019, c'est ça, donc il y a 6 000 lits chaque, en service de soins critiques. Les soins critiques en France, c'est divisé en 3 catégories. Les lits de surveillance continue, quand ça va pas, mais ça va quand même à peu près, mais on est trop malade pour être en lit classique. Ensuite, on passe en soins intensifs, et vraiment, quand ça va pas du tout, on passe en réanimation. Bon, avant d'avoir mal, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transformation des lits de soins critiques, des lits de soins continus en lits de réanimation. C'est-à-dire qu'on a doublé la capacité des réanimations, non pas en rajoutant des lits des soignants, mais juste en disant les lits de surveillance continue, le même lit avec le même personnel, maintenant vous êtes considérés en réanimation. Et donc on a doublé la capacité en faisant ça. Et vous le voyez ici. Et que nous dit le rapport? On a doublé la capacité et on a une augmentation totale de 10% de l'utilisation sur l'année. Donc si je double ma capacité, mais que j'ai augmenté que de 10% de l'utilisation, est-ce que j'étais vraiment saturé? J'avais 100 € en 2019, j'en ai 200 en 2020, et j'ai utilisé 110. Est-ce que vraiment je peux dire que j'étais saturé? Non. Ça c'est sur l'année, mais même si on prend juste au pic de avril, on est passé de 100 à 200 et on a utilisé 166. C'est-à-dire que même les lits de réanimation rajoutés étaient en bonne partie vides. Ils étaient vides, sachant que dans ces lits de réanimation, il y avait des gens, bien, comme il n'y avait plus de place en service de soins continus, puisque en fait on avait tout passé en réa, et que c'est beaucoup plus rentable pour l'hôpital de dire que les gens sont en réa en soins continus, eh bien on avait probablement une partie des gens qui étaient comptés en réa qui n'avaient pas grand-chose à tirer. Donc c'est comme ça qu'on peut faire des statistiques. Je dis que j'ai augmenté les réanimations, mais c'est juste parce que j'ai doublé ma capacité de lit. Je n'ai pas tout utilisé, mais j'oublie bien de le dire. Petite précision. Donc, je dis que l'hôpital français, ou même au niveau régional, n'a jamais été saturé, ça n'est pas vrai. Même les réanimations. Ça ne veut pas dire qu'aucun service n'a jamais été saturé nulle part. Déjà parce que ça sature tout le temps, de base, et que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et qu'en cas de saturation, on envoie ses patients ailleurs. Et c'est ce qui est fait tous les jours. Maintenant, il faut venir un peu sur la stratégie. Il y a un plan qui s'appelle le plan Orsan-Reb, qui est censé dire ce qu'on fait en cas de pandémie. Orsan-Reb, il a été écrit en 2019, et il remplaçait le plan précédent pandémie, qui s'appelait Orsan-Pic, j'ai encore envie de regarder, qui lui avait été écrit après l'escroquerie H1N1. Et je dis escroquerie parce que c'est le rapport du Sénat qui nous montre que c'est une escroquerie. Le rapport du H1N1 2010. L'ancien rapport, il disait quoi? Bon, si H1N1 il ne s'est rien passé du tout en France, c'est tout simple, c'est parce que quand on a dit qu'il y avait une grippe mortelle qui allait ravager l'humanité, les Français sont allés voir leur médecin, qui les a soignés comme d'habitude, et puis il s'est rien passé. Donc l'ancienne stratégie, c'était, en cas de grande pandémie, les gens, quand ils sont malades, ils consultent leur médecin, ils soignent comme d'habitude, et puis si jamais il y a un cas très grave, il va à l'hôpital. Point. Et c'est ça qui fonctionne. Ça s'appelle gérer le flux. Le plan Orsan-Reb, il dit quoi? Alors attention, s'il y a une grande pandémie, la première chose qu'on fait, c'est qu'on interdit aux médecins de voir les patients. Ils ne doivent pas voir de patients. Les patients doivent être redirigés vers des hôpitaux habilités de la maladie de la nouvelle pandémie, qui sont au nombre de 38. Bah oui, parce que les médecins savent pas soigner les gens, et donc ce sont les directeurs des grands hôpitaux qui le savent. Et ensuite, on dit aussi, ce qui fait un malade, c'est plus des symptômes, c'est le fameux test. Donc dans le plan Orsan-Reb, il y a toute la base de l'escroquerie qui a été vécue. Et donc quand on arrive en février, on dit, il va y avoir une pandémie mondiale, l'OMS dit, le nouveau virus va ravager l'humanité, et on a Olivier Véran qui déclenche le plan Orsan-Reb au 12 février. Et donc il dit quoi? Tous les patients de la nouvelle maladie Covid-19 ne doivent plus ni voir de médecin, ni se rendre dans les hôpitaux habituels, mais aller vers l'un des 38 hôpitaux habilités Covid-19. Il y a 1500 hôpitaux en France. Et les symptômes Covid-19, c'est fièvre, frisson, toux, mal de tête, nez qui coule, plus d'odorat, maux de ventre, nausées. Donc tous les symptômes de toutes les maladies existantes. Et donc vous êtes en train de faire que tous les symptômes de toutes les maladies existantes ne vont plus voir leur médecin traitant habituel, ni se rendre dans un des 1500 hôpitaux, mais sont concentrés vers 38 hôpitaux français. Vous créez donc, Olivier Véran et Florence Orsan-Reb, créent le plus grand entonnoir à malades jamais organisé en France.
Pour donner un ordre d'idée, en permanence en France, il y a 3,1 millions de personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques. Vous les faites paniquer, vous leur dites que c'est